Comment utiliser l'accentuation en portugais? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et vous aide alors à mieux comprendre cet aspect qui, dans la langue portugaise, assume une grande importance. On se retrouve alors sur mon ordinateur, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question, comme vous avez pu déjà le vérifier dans certaines vidéos, se fait essentiellement ou particulièrement en cherchant à expliquer la langue, bien évidemment, mais également en touchant à certains aspects de la culture du pays ainsi qu'à son histoire, puisque selon moi, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne puisque je publie régulièrement par semaine. Donc pour reprendre la question posée au tout début, comment comprendre l'accentuation en portugais? Voyons ce que nous pouvons dire. Tout comme en français, et probablement dans d'autres langues, l'accentuation est faite sur les syllabes. Alors si nous devrions définir une syllabe ou chercher à savoir ce qu'est une syllabe, que pourrions-nous dire? Bien, la syllabe est constituée par un son ou un ensemble de sons qui se prononcent lors d'une seule émission de voix et qui, seul ou avec d'autres, forment des mots, tout simplement. La syllabe contient obligatoirement une voyelle, mais peut également être formée par une diphtongue ou par une ou plusieurs consonnes liées à une voyelle ou à une diphtongue. D'un autre côté, les consonnes en soi ne constituent pas une syllabe, ayant besoin pour cela de s'attacher à une ou plusieurs voyelles. En ce qui concerne le nombre de syllabes, les mots peuvent être ordonnés comme des mots monosyllabes, ou en portugais nous dirions monosyllabes. L'accent ou l'accentuation est faite sur le i de monosyllabes. Et on dit d'un mot qu'il est monosyllabe lorsqu'il possède seulement une syllabe, comme ka, qui veut dire ici en portugais, mim, moi, pé, pied, só, seul, seulement, tout, toi. Mais les mots peuvent être également dissyllabiques, ou nous dirions en portugais dissyllabes. Et on dit qu'ils sont dissyllabiques lorsqu'ils possèdent deux syllabes, comme vous pouvez le voir par les exemples suivants. Abrir, abrir, ouvrir, curso, un cours d'eau, un cours de géographie, de biologie, un cours, dado, 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 qui peut vouloir dire donner, donc le participe passé du verbe donner, ou encore dado, le dé avec lequel on joue, le dé que l'on lance, afin de savoir le nombre de pas que l'on va faire pour avancer, par exemple, à un Monopoly ou d'autres jeux qui permettent cela. Fuga, fuga, qui veut dire fuite, donc deux syllabes, puis toca, qui vient du verbe tocar, toucher ou jouer, jouer un instrument. Mais les mots peuvent être également trisyllabiques ou trisyllabes.
lorsqu'il possède trois syllabes, comme corredor, couloir en portugais, deslize, qui vient du verbe deslizar, qui, qui inclut l'idée de euh, faire glisser quoi que ce soit, ou alors euh, on peut dire d'une avalanche, la masse de neige euh, qui glisse le long de la montagne, par exemple. Euh, la masse de neige qui glisse le long de la montagne. Une masse de neve que desliza ao longo da montanha. Morada, qui veut dire adresse, ou encore un autre mot à trois syllabes, viagem, voyage. Enfin, des mots qui possèdent plus de trois syllabes, donc 4, 5 ou plus, comme nous pourrons le voir dans, dans, dans l'exemple qui suit, on dit de ces mots qu'ils sont polysyllabiques, polysyllabus. Donc, euh, on dit qu'ils sont polysyllabiques lorsqu'ils possèdent plus de trois syllabes, comme amadora, amatrice, estrategicamente, c'est un mot qui comporte 7 syllabes, stratégiquement, ou encore un mot à 4 syllabes, paraquedas, parachute. L'accent tonique. Que pouvons-nous dire à propos de l'accent tonique? Contrairement au français, il y a certaines petites différences, donc faites bien attention. Quand on articule un mot, il y a toujours une syllabe, bien évidemment, qui est prononcée avec plus d'intensité que les autres qui composent le mot. Cette syllabe est celle qui est accentuée ou tonique, donc on dit soit qu'elle est accentuée, soit qu'elle est tonique, alors que les autres ne sont pas accentuées, et de ces syllabes on dit qu'elles sont atones. Donc, si la syllabe est accentuée, on dit qu'elle est tonique, si elle ne l'est pas, on dit qu'elle est atone. L'accent tonique, une remarque intéressante, l'accent tonique ne doit pas être confondu avec l'accent graphique, étant donné qu'il ne coïncide pas toujours, comme dans les cas suivants. Aquele, aquele autre. Aquele, à ce ou à cette, au masculin, C-E-T, A, accent grave, 7, C-E-T, à 7, je parle à cet homme, falo com aquele homem. Ou encore, aquele autre, à celui-là, par exemple. Même des mots qui n'ont aucun accent graphique ont une syllabe tonique, comme assistent. Remarquez qu'il n'y a aucun accent graphique, aucun accent sur ce mot. Néanmoins, il y a un accent tonique, donc il y a une accentuation. Assistent, donc assistant, et l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, ou encore boca, bouche, ou bien carte, qui veut dire lettre.
Dans certains cas, outre l'accent tonique principal, il existe un accent secondaire dont le choix retombe sur la syllabe qui est prononcée avec une intensité plus faible que celle de la syllabe tonique, mais plus forte que celle des syllabes atones. Donc, on peut dire même qu'il y a parfois dans un mot 3 types de syllabes. Une syllabe tonique, où il y a une accentuation, une autre syllabe où il n'y a aucune accentuation, et une troisième qui peut être une secondaire, une tonique secondaire, voilà, comme je vous le dis dans ce paragraphe. Donc c'est une syllabe qui est prononcée avec une intensité plus faible que celle où apparaît l'accentuation, donc la syllabe tonique, mais plus forte que celle des syllabes atones, donc les syllabes où il n'y a aucune accentuation. Dans les mots qui se suivent, l'accent tonique est en gras, donc l'accentuation en portugais est faite sur ces mots, sur la syllabe qui est en gras, tandis que la syllabe avec une plus faible intensité est soulignée. Donc nous avons le mot contramestre, contramestre, contremaître, psychophysiologique, donc remarquez que l'accentuation est sur l'o, psychophysiologique, ou encore possivelmente, possivelmente. En ce qui concerne l'accent tonique, il y a une particularité assez importante en portugais. Et retenez bien ceci. Les mots peuvent être, ou on dit en portugais qu'ils sont, faisant la traduction aiguë. Donc on dit en portugais qu'il y a des mots ou palavras agudas, ou bien oxítonas. Et on dit cela lorsque l'accent est placé sur la dernière syllabe, comme avó, grand-mère, phénoménal, phénoménal. Donc, si l'accentuation est faite sur la dernière syllabe, on dit que ce mot, esta palavra é aguda, ou oxítona. Donc, faisant la traduction, c'est un mot aigu. C'est peut-être une expression que l'on n'utilise pas en français, mais bon, je fais la traduction pour que vous puissiez comprendre l'idée. Palavras agudas. Si l'accent est placé sur l'avant-dernière syllabe, donc la deuxième syllabe partant de la fin, on dit que ce mot, esta palavra est grave, ou bien paroxítona. Donc l'accent est mis sur l'avant-dernière syllabe. On accentue l'avant-dernière syllabe, comme cima, donc en haut, cima, bufetada, qui est une gifle, bufetada, bonito. On ne dit pas bonito, ni même bonito, non, bonito. L'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe. Ou alors, si l'accentuation ou l'accent est placé sur avant-dernière syllabe, donc la troisième syllabe partant de la fin, on dit que en portugais, on dit que c'est un mot esdrúxula, uma palavra esdrúxula, ou bien proparoxítona, proparoxítona. Mais on utilise plutôt les mots agudas, graves,
ou bien esdrúxulas. Donc, oxítonas, paroxítonas et proparoxítonas, pas autant que ce sont des termes qui ne sont pas tellement ou utilisés d'une façon aussi fréquente que agudas, graves ou encore esdrúxulas. Ces trois derniers termes s'utilisent davantage. Les mots qui n'ont pas d'accent propre sont atones et se soumettent à l'accent des mots qui accompagnent. Lorsqu'ils se soumettent au mot qui suit, ils sont proclitiques. On dit de ces mots qu'ils sont proclitiques. Par exemple, case. Donc, le mot la maison, se soumet à l'accent du mot case, maison. Case. Ao lado, à côté. Ao lado. Que disse? Qui a dit? Donc remarquez que dans ces cas, le mot comme ao ou encore que n'ont pas d'accent propre, n'ont pas un accent, pour ainsi dire, donc ce sont des mots atones. Et donc ils se soumettent à l'accent des mots qui accompagnent ou qui suivent. Et de ces mots, on dit qu'ils sont proclitiques. Lorsqu'ils se soumettent aux mots antérieurs, ils sont enclitiques. Comme disse, je lui ai dit, encontrei-o, je l'ai trouvé, deram-no-la, ils le lui ont donné. Que peut-on dire maintenant à propos des signes auxiliaires à l'écrit? L'accent graphique. Les accents graphiques sont des signes diacritiques avec lesquels on indique à l'écrit la prononciation d'une voyelle ou d'une syllabe tonique d'un mot. Il y a trois types d'accents, donc, comme en français. On parle de l'accent aigu, l'accent grave, et dans une prochaine vidéo, nous verrons l'exemple de l'accent circonflexe. Aujourd'hui, nous nous concentrerons davantage sur l'accent aigu, ainsi que sur l'accent grave, et particulièrement sur l'accent aigu. L'accent aigu indique la voyelle tonique si celle-ci est un A, un E ou un O ouvert, I ou encore U, comme dans K, ici, C, qui pourrait être traduit comme une cathédrale ou un siège patriarcal. Mais retenez plutôt, c'est plus commun, retenez plutôt l'idée d'une cathédrale. Donc, uma sé, une cathédrale. Po, poussière. Daí, d'où, l'expression d'où. Et enfin, buffalo. Donc remarquez que dans ces cas, c'est l'accent aigu qui est utilisé. Buffalo veut dire buffle ou bison. L'accent grave, on l'utilise pour marquer la contraction de la préposition à avec l'article défini à. Donc dans le contexte du portugais. Attention, donc la préposition à avec l'article défini à qui en portugais serait là. Ou avec un pronom démonstratif commençant par un a accent grave donc, a donc
en direction ou vers à, vou a, euh, vou à praça, je vais au marché, ou encore aquele, celui-là, ou bien la contraction de la préposition para avec les articles définis. Pra, donc féminin singulier, pras, féminin pluriel, pro, masculin singulier, proche, masculin pluriel. Maintenant, voyons l'utilisation de l'accent aigu. Et puisque c'est un sujet dont je parle déjà dans certaines vidéos, la différence entre, disons, l'orthographe que l'on utilisait avant l'accord orthographique de 1990 et l'après. Donc, une fois que l'accord orthographique est entré en vigueur, certaines choses ont changé. Voyons cela à propos de l'utilisation de l'accent aigu. Donc, côté gauche, vous avez les exemples avant l'accord orthographique, et côté droit, colonne côté droit, vous avez éventuellement ce qui a pu ou pas changer à partir de l'entrée en vigueur de l'accord orthographique. Pour ce qui est des mots terminant par un A, un E ou un O ouvert, suivi ou pas d'un S comme dans K, c'est, po, pâche, donc nous avons déjà vu la traduction de K ici, c'est cathédrale, po, poussière, pâche, qui pourrait être traduit comme les pelles au pluriel, donc les pelles que l'on utilise pour creuser, pelles dans ce cas féminin pluriel, bonèche, qui sont des casquettes que pratiquement tout le monde aujourd'hui utilise, et encore avoche, donc féminin pluriel grand-mère, puisqu'avec un accent circonflexe sur le O, avo, donc avant, le O est ouvert, avec un accent aigu, le mot veut dire grand-mère, avant, le O est ouvert, avo, avec un accent circonflexe, donc le O, avo, le O est fermé, et veut dire grand-père. Donc, dans ce cas-là, avoche, grand-mère au pluriel. Après l'apparition ou l'entrée en vigueur de l'accord orthographe, pour ce qui est de ces mots, il n'y a eu aucun changement. En ce qui concerne les mots terminant par EM ou encore ENS et avec deux ou plusieurs syllabes, comme par exemple desdém, qui a trait un peu au mépris, desdém, mépris. Harém, un harem. Parabéns, félicitations, ce sont les félicitations que l'on donne au cours d'un anniversaire. Vintage, donc c'est une expression également, vintage, ayant trait au chiffre 20. Voyons pour ce qui est donc pour ces mots terminant en EM ou en ENS et avec deux ou plusieurs syllabes après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, comme vous pouvez le voir, sans aucun changement. Donc,
il ne s'est rien passé. Voyons maintenant pour ce qui est des mots dont la voyelle tonique est I ou bien U, suivi ou pas d'un S et précédé d'une voyelle avec laquelle elle ne forme pas une diphtongue. Donc nous avons le mot païch, et si donc ici il ne s'agit pas d'une diphtongue. Mais si éventuellement nous avions une diphtongue, alors ce ne serait pas païch, mais peut-être en enlevant le S, paille. Remarquez que la prononciation est différente. Et il n'y a pas d'accent sur le I. Paille veut dire père. Mais avec un accent sur le I, un accent aigu sur le I, et avec un S, païch, la prononciation est différente. Païch, donc ce n'est pas une diphtongue. Les deux voyelles se prononcent séparément, comme étant des syllabes différentes. Païch. Païch veut dire pays. Baou, qui est un coffre, comme par exemple autrefois le coffre au trésor des pirates, Baou. Égoïste, qui veut dire égoïste, comme vous l'avez peut-être deviné. Égoïste. Miúdo, qui est un jeune garçon. Miúdo. Miúdo a l'idée, donc comme je l'ai dit, d'un jeune garçon. Ce n'est pas seulement une personne du sexe masculin, comme un garçon, mais il y a l'idée d'un jeune garçon. Miúdo. Et là encore, aucun changement. Donc avant l'accord orthographique, il y avait pour ainsi dire cette règle, mais à partir de l'accord ou de l'entrée en vigueur pardon, de l'accord de l'orthographe, il n'y a eu, pour ces mots, il n'y a eu aucun changement. Pour ce qui est des mots terminant par I ou U suivi ou pas d'un S, comme penny, lápis, bônus, vírus. Donc penny, je pense que c'est la petite monnaie qui est utilisée en termes étrangers, penny. Lápis, qui est un crayon, lápis. Bônus, comme vous pouvez peut-être le deviner, il s'agit d'un bonus. Puis virus, l'accentuation est faite sur le i, virus, virus. Donc ce sont des mots qui terminent par un i ou bien par un u et qui sont suivis ou pas d'un s. Et là encore, aucun changement. Pour ce qui est des mots terminant par une voyelle ou diphtongue nasale, suivi ou pas d'un S. Autrefois, ces mots s'écrivaient comme orphin, orpheline. S'il y avait un O après le A, on aurait dit orphan. Donc, on voudrait parler d'un orphelin. Mais ici, le mot est féminin, donc orpheline. Orphan, orphelin, orphin, orphin, féminin, donc orpheline. Organ, organe. Albums, albums, des albums. Sótãos, des greniers, donc pluriel, grenier.
Et aujourd'hui, pour ce qui est de ces mots, la règle n'a pas changé. Des mots terminant par L, N, R, X ou encore PS. Autrefois, ces mots s'écrivaient de la façon suivante. Excessive, l'accentuation est faite sur le I, excessive, accessible, abdomen, 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 fémur, fémur, donc l'os, le fémur, climax, le mot climax a trait à un dénouement, d'une lecture, d'une histoire, d'un roman, ou le dénouement d'un film, par exemple. Donc climax, dénouement. Biceps, donc c'est assez facile, je pense, biceps. Et là encore, aujourd'hui, aucun changement. Des mots terminant par une suite vocalique prononcée comme diphtongue croissante après une syllabe tonique. Donc nous avons vu dans une vidéo précédente ce qu'est une diphtongue croissante. Je pourrais d'ailleurs vous mettre dans la description la référence de la vidéo. Mot terminant par une suite donc de voyelles, une succession de voyelles prononcées comme diphtongue croissante après une syllabe tonique, comme aria. Donc le E et le A après le premier A, aria. La syllabe tonique est A, puis nous avons les A. Aria. Donc l'air, A-I-R-E. Non pas l'air que l'on respire, mais l'air, un terrain, voilà, l'air, A-I-R-E. Bohémien, bohémienne, bohémien. Donc l'accentuation est faite sur le E, bohémien. Calvitie, le E pratiquement ne se prononce pas, calvis, et on parle de la calvitie. Exercicio, le X, comme j'ai déjà pu dans une vidéo précédente, l'expliquer. Dans ce cas-là, le X se prononce, the, exercicio, exercice. Et là encore, aucun changement. Mot dont la voyelle tonique est I, U, A, E, ou alors un O ouvert. Et on parle de forme verbale incluse. Donc des mots communs, des noms communs, ou encore des formes verbales qui peuvent être ou qui peuvent s'insérer dans cet exemple. Et je pourrais vous montrer quelle est la forme verbale. Idyllique, donc idyllique. Ultimo, donc l'accent tonique est sur le deuxième I pour idyllique. Ultimo, dernier, qui veut dire dernier. L'accent est placé sur le U, donc l'accentuation est faite sur le U, ultimo, qui veut dire dernier. Massimo, ici le X se prononce se, massimo, et non pas massimo, ou encore maximo, non, massimo. Et vous accentuez la première syllabe, massimo. Et ici nous avons une forme verbale, physésimos.
Et nous pourrions traduire comme fizéssemos, que nous ayons fait, ayons fait. Et l'accentuation est faite sur le premier E, fizéssemos. Lógico, logique. Donc, on accentue la première syllabe, lo. D'ailleurs, nous avions vu une partie où ce mot inséré dans un autre qui était, si je ne me trompe, psychophysiologique. Et ici, à nouveau, on accentue la syllabe lo, logique, logique. Et également sans aucun changement. Pour ce qui est des mots qui présentent les diphtongues toniques ouvertes, ei, eu ou encore oi, comme dans les exemples papéis, ei, papéis, papier au pluriel, chapéus, eu, chapéus, chapeau, donc pluriel, oi, héros, héros. Et là, après l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe de 1990, on voit qu'il y a un changement. Un changement dans le cas de mots graves, donc là où, comme j'ai pu l'expliquer en portugais, là où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, donc si la dernière syllabe reçoit l'accentuation, c'est un mot, uma palavra aguda. L'avant-dernière syllabe, on parle d'un mot, uma palavra grave, ce qui est le cas ici. Et si c'est sur la troisième, en partant de la fin, pardon, si l'accentuation est faite sur avant-dernière syllabe, on dit qu'elle est en portugais esdrúxula. Donc, après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, on voit qu'il y a un changement dans le cas de mots dits graves, faisant la traduction, bien évidemment, mais retenez ceci dans le contexte, bien évidemment, du portugais. Dans le cas de mots graves, qui présentent des diphtongues toniques ouvertes, ei ou bien oi, et qui cessent d'être accentués. Donc, vous aviez autrefois, avant 1990 ou avant avant le dernier accord orthographique, vous aviez un accent sur le E de la diphtongue ei, et aujourd'hui, il n'y a plus d'accent. Ces diphtongues ne sont plus accentués. Ideia, boia, ideia, idée, boia, qui est une bouée de secours, par exemple. Bouée, boia. Pour ce qui est des mots qui ont une voyelle tonique ouverte et seraient des homographes, d'autres, comme dans une prochaine vidéo, je pourrais parler, peut-être pas dans les prochaines ou dans les plus proches vidéos que je présenterai, mais dans un autre contexte, puisque j'essaie de suivre une suite assez logique pour vous expliquer comment fonctionne le portugais. Donc, nous avons déjà vu dans un premier temps l'alphabet,
certains aspects ayant trait aux consonnes, aux voyelles. Euh, Nous avons vu également dans une vidéo précédente certains aspects incluant les majuscules, les minuscules, euh, comment l'accord orthographique est venu chambouler certaines choses et a permis, dans certains cas, euh, une double, une double graphie, ou la possibilité d'écrire de façon différente. Et en suivant, disons, une certaine logique, une suite assez logique dans, dans les explications que je cherche à vous donner, j'aborderai cette question des homographes, mais bon, sans trop entrer dans les détails. Euh, non, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, peut-être pas assez, assez tôt, mais dans une prochaine vidéo, j'aborderai ce terme. On verra certains exemples. Donc, euh, on peut dire que d'une façon assez superficielle, ce sont des mots qui se ressemblent à l'écrit, euh, mais ont un sens complètement différent. Voilà. Mais bon, dans une prochaine vidéo, j'aborderai cette question. Donc, nous étions en train de parler des mots qui ont une voyelle tonique ouverte et seraient des homographes d'autres. H, contrairement à H ou H. Et là, aujourd'hui, on parle d'un changement dans le cas de mots dits graphes, homographes, sans accentuation propre. Donc des mots proclitiques, qui cessent donc d'être accentués. Par exemple, para, avant, contrairement à par. Et pour ce qui est des homographes, ce qui peut vous aider dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, à l'écrit, ils se ressemblent, bien que le sens soit différent, ce sont des mots qui se ressemblent à l'écrit. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à les identifier? Bien évidemment, le contexte. Donc, cherchez toujours à comprendre le contexte afin de vous situer et être à même de mieux comprendre ce que vous lisez. Donc, l'information qui vous est présentée. Pour ce qui est de para, nous pourrions parler de para pour, le mot pour lui, pour elle, mais également para pour ce qui est de la forme du verbe parar, arrêter. Donc si l'on disait pour ce qui est du verbe parar, para, la traduction serait arrête. Donc para, forme du verbe parar, arrêter, para, arrête. Ou encore le mot pour. Donc voilà, il y a eu un changement. Et pour ce qui est des formes verbales, pardon, et ici j'ai préféré garder le temps en portugais. Pretérito perfeito, do indicativo. Donc on pourrait le comparer, pour ainsi dire, au passé simple français. Voilà. Mais bon, j'ai préféré garder, euh, et c'est là pour vous une occasion également de fixer le temps en portugais.
de connaître l'expression ou comment s'appelle, pour ainsi dire, entre guillemets, le passé simple en portugais. Et l'expression est pretérito perfeito, do indicativo. Et ces formes verbales, lorsqu'elles sont conjuguées à ce temps, elles s'accentuent ou pas. Donc prenez note, l'accentuation est facultative. Donc euh, si autrefois il y avait une accentuation pour ce temps, donc si je conjugue le verbe cantar, chanter, au présent de l'indicatif, canto, cantas, canta, donc je chante, tu chantes, il ou elle chante, cantamos, nous chantons, cantamos sans accent, donc comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, cantamos sans accent, nous chantons. Donc première personne du pluriel présent de l'indicatif, nous chantons, cantamos sans accent. Et lorsqu'il y a un accent, ou lorsqu'il y avait un accent, cantamos, c'est le passé simple, pour ainsi dire, ou c'est plus particulièrement pretérito, perfeito, do indicativo, de l'indicatif. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, l'accentuation est facultative. Donc, si, si vous écrivez avec un accent ou pas, euh, tout du moins pour ce temps, pretérito perfeito, il n'y a pas d'erreur. Donc, rassurez-vous. Mais afin d'identifier le temps, puisque à présent l'accentuation est facultative, aidez-vous du contexte. Pour ce qui est des mots dont la voyelle tonique est un U précédé d'un G ou un Q et suivi d'un E ou un I, que pouvons-nous dire? Nous avons ces exemples, erguer, redarguer, averiguer, adec. Aujourd'hui, il y a eu un changement. Aujourd'hui, ou tout du moins avec l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, il y a eu un changement. Donc ces verbes ont perdu l'accent sur le U, comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite. Donc les verbes où l'accent a été perdu. Et pour ce qui est des verbes qui se terminent en guar ou G-U-A-R, Q-U-A-R ou Q-U-I-R, qui présentent deux paradigmes de conjugaison. Donc c'est un autre changement que l'on peut observer aujourd'hui pour ce qui est de ces verbes terminant par G-U-A-R, Q-U-A-R ou encore Q-U-I-R, comme vous pouvez le voir sur la colonne de gauche, forme conjuguée. Et quels sont ces deux paradigmes? Soit ils perdent leur accentuation graphique mais non tonique sur le U, comme dans les exemples qui suivent, soit ils accentuent de façon tonique et graphique les voyelles A et I radicaux, comme vous pouvez le vérifier dans les exemples qui suivent. Donc dans tous les cas, je pense que l'idée principale
est que l'accord orthographique a pu faciliter certaines choses. Dans d'autres cas, euh, pour qui apprend le portugais comme une langue étrangère, certaines choses sont devenues peut-être un peu plus compliquées. Et je pense que une façon toute simple pour, euh, pour vous aider à, à ôter un quelconque doute est de vous situer dans le contexte. Aidez-vous du contexte afin de pouvoir, bien évidemment, après, après comprendre et connaître ses principales règles, euh, ses exceptions, ses principes, aidez-vous du contexte afin de comprendre cette question, cet aspect de l'accentuation qui peut ne pas être facile euh, pour qui apprend le portugais comme langue étrangère. Mais bon, je pense qu'il n'y a aucune urgence à cela. Euh, Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Prenez le temps qu'il faut pour comprendre ce qui est essentiel, ce qui est important, afin de maîtriser les mécanismes de l'orthographe et de la grammaire. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un petit pouce. Ce sera pour moi l'occasion d'avoir un retour de ce que vous pensez, ainsi que éventuellement de vos difficultés, de vos besoins, pour ce qui est de l'apprentissage du portugais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre et pouvoir vous aider dans vos doutes. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Une fois de plus, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.